Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec le retour de Dame Lee Pascoe. Ouais, après son triple australien, elle est de retour. On sait d'Australie, mais Ouais. l'Australie, on ne sort pas sous le soleil, hein. C'est trop dangereux. Sauf que cette année, apparemment, il a fait frisquet en Australie. Oui. Frisquet relatif, hein, il devait faire quoi, 25-30 degrés, non? Oui. Donc, c'était un peu frais. Hein. C'est un hiver frais. Alors, n'oubliez pas, en Australie, en l'occurrence, ils sont en été actuellement. C'est ça. Hein. Tout à fait. Voilà, oui. Donc, d'ordinaire, il doit faire plus de 40 degrés. Pas d'hiver en Europe. Ouais, c'est ça. Donc, là, bon, un petit temps tranquille. Donc, elle a bien profité. Elle s'est bien reposée et elle est prête pour faire plein de séminaires. J'ai vu que d'ailleurs, il y en a un bientôt qu'elle organise sur la thérapie des parties. Hein, c'est ça que tu vas faire, c'est auto-sabotage. Oui, c'est auto-sabotage. Ce que veut dire, c'est ouvert au grand public, mais justement, c'est la technique hypnotique. Yes. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site pour avoir toutes les dates et toutes les infos. Nous, on continue à parler de José Silva au travers de l'ouvrage de Robert B. Stone. Et on a encore plein de choses à dire. Alors, c'est bien parce que vu que ça faisait 3 semaines que je ne l'avais pas lu, j'ai relu les passages, etc. J'ai relu des éléments et il y a vraiment des phases très sympas. Donc, allez, on est reparti. Hop. Alors. Pas de post-it. Ouais, il y a plein de post-it. Oui, là, c'était un élément. Donc, il était encore dans la notion de la recherche de comment exploiter au mieux. C'est page 64. Sa méthode, et c'était le moment où il était en mode un petit peu healer, donc guérisseur pour nous en France. Et il donne un petit peu des modèles sur lesquels il travaillait. Et c'est amusant parce qu'il revient plusieurs fois dans le bouquin, en tout cas, Robert, il revient sur un élément dont on a déjà parlé, qui est très très proche de l'hypnose ericksonienne. Alors ça, c'est assez intéressant parce que un des points qui a beaucoup souligné, on l'avait déjà vu dans l'autobiographie de José, où il expliquait que très souvent, il avait compris qu'en confusionnant et saturant les personnes, en parlant pendant longtemps de tout et de rien, les personnes partaient, alors nous, on appelle ça en transe, mais en gros, partaient en alpha et se trouvaient dès lors plus suggestibles pour avoir des programmations. Alors, c'est aussi intéressant en relisant là pas mal de parties. Il revient beaucoup sur la notion de programmation, ce qui, pour un hypnotiste, est le rapport de suggestion. D'accord ? C'est l'auto ou l'hétérosuggestion qui va permettre une programmation, c'est-à-dire l'application de la suggestion. Et là, il dit en gros, bon, c'est par rapport à quelqu'un qui l'a pu aider. Il dit j'ai mis l'état mental dans un état de monotonie, puis de fatigue, puis de confusion. On voit que techniquement, José, il était ultra, quoi. Il savait où il allait. Il savait exactement le modèle qu'il appliquait dans sa structure pour emmener dans l'état qui l'intéressait. Et après, il a commencé, quand José a détecté cet état de confusion, il a commencé à travailler sur l'imagerie mentale, sa propre imagerie mentale, parce que la confusion de l'esprit permet plus de réception à la programmation effective de l'imagerie mentale. Ça, c'est vraiment quelque chose de chouette. On l'a vu avec Lee dans certains des cours, et on l'avait vu dans Business, quand on vous a parlé un petit peu de Silva Business, ou sales, les deux, hein, business et sales, cette notion où, à un moment donné, quand vous êtes en face de quelqu'un, vous pouvez programmer, envoyer en tout cas une information en étant vous en alpha. Cette technique, à la base, on la voit dans quoi? On la voit dans quelle séquence, cette notion, les yeux ouverts et la programmation vers l'autre? C'est dans quel module qu'on la voit, cette technique-là? Les yeux ouverts quand on programme l'autre subjectivement, tu veux dire? Bien sûr, subjectivement. Ça, c'est surtout dans le séminaire ultra. C'est dans l'ultra, ouais. Oui, voilà. Et c'est ça que je trouve fascinant, en fait, parce que José a pris tout ce qu'il a pris en hypnose, c'est-à-dire, justement, on va donner une suggestion, mais
à haute voix, objectivement, au moment quand la personne est en confusion. Et là, il a totalement adapté ça au niveau subjectif où en fait, il continue à parler, mais en même temps, il visualise. Et j'ai vu Michael faire ça beaucoup et c'était étonnant quand même. Ouais, toi, tu l'as testé de ton côté un petit peu cette notion-là? Tu as déjà tenté d'avoir ce travail de confusion? Moi, je sais que je l'ai fait en cabinet. Je l'ai fait en cabinet sur une séance d'hypnose, donc ce qui est assez cohérent, des moments confusés, saturés. Et tu vois, l'image que j'avais est toujours la même. Quelqu'un bien apaisé, qui ressort en forme, qui trouve ses réponses, etc. etc. Donc, pour moi, j'ai un triptyque d'images très simple que j'envoie à ce moment-là, en tout cas que je suggère non verbalement, on pourrait dire ça comme ça. Et alors après, je ne sais pas si c'est l'ensemble de la session qui permet le retour positif ou si c'est ça le problème, je ne peux pas te dire. Mais comme tu dis, vu qu'il y a ce travail entre je continue à confuser la personne et j'ai une intention derrière la confusion, cette notion du travail subjectif vers le subjectif de l'autre, comme ça, je ne peux pas le valider, mais je l'ai beaucoup tenté et j'ai eu des retours moi, que je trouvais très intéressants, même si je ne peux pas te dire aujourd'hui, est-ce que c'est ma suggestion, est-ce que c'est ma confusion, est-ce que c'est les éléments extérieurs du système dans lequel on est, quoi. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est intéressant. Et toi, tu l'avais vu, oui, à l'aéroport avec Michael, etc. Oui, voilà. Tout ce qu'il devait faire, c'était de parler en français. Hein. La façon dont il parlait français mettait tout le monde en confusion. Tu sais qu'au début, quand je t'ai rencontré, c'était quelque chose qu'on avait relevé, où on se demandait si parfois tu faisais exprès ou pas d'utiliser un mot où tu disais « Ah, mais attendez, comment vous dites ?» Et tu voyais tout le monde qui était en train de chercher pour toi. Et toi, tu dis « Oui, c'est ça. » Et le mot, c'était toujours un mot sympa, un mot qui avait vraiment un impact positif. Et vu que les gens étaient complètement impliqués pour t'aider, parce que à ce moment-là, je ne sais pas comment vous dites en français et tout. Et d'un coup, tu as tout le monde qui cherche. Donc, tout le monde est déjà en train de te suivre. Tu es en lead. Et à ce moment-là, vu que les gens le disent, ils en prennent d'autant plus conscience qu'ils ont cherché eux-mêmes le mot et donc l'émotion associée, etc. Justement. Et il y a beaucoup plus d'interactions comme ça. Parce que si c'est simplement blablabla, les gens deviennent très passifs. Mais en fait, quand je dis quel est le mot que je cherche, donc tout de suite, tout le monde est là pour m'aider. Et je ne fais pas ça simplement comme un truc, quoi. Quand je cherche un mot, je cherche vraiment un mot. Bien sûr. Mais en même temps, ça m'aide beaucoup à continuer le contact avec le public. Exactement. Tu sais que moi, c'est une stratégie que j'avais réutilisée quand je vais aux États-Unis, vu que je parle anglais comme ça, quoi, tu vois, je me dépatouille. Et il y a des moments où j'exagère complètement quand je dis j'ai une idée en tête et j'ai envie que ce soit les gens qui le trouvent. Je dis, you know, in American, how do you say that? Et je commence à prendre vraiment du temps et les gens, tu vois, qui s'impliquent à fond parce que c'est normal, tu te prends la tête de parler leur langue, ils savent que tu parles pas parfaitement bien, donc ils vont t'aider. Et tu vois à quel point, et je l'avais fait beaucoup quand j'étais chez Calbanian, je faisais beaucoup à Dallas, et c'était drôle parce que je voyais tout le monde qui était là, en train petit à petit d'être complètement dedans et je dis c'est ça, mais ça vous parle ça quand je vous dis quand cette expression là c'est ce que vous dites, vous ressentez quoi quand vous utilisez cette expression? Et tu vois les gens qui rentraient dedans et j'ai eu des états régressifs comme ça assez amusants à dire chez nous en France, on appelle ça le goûter, mais je sais pas si vous l'avez. Alors, je disais goûter en français, puis alors ils comprenaient pas du tout. Il fait, you know, noon, you eat something. Alors, il commence à me donner le nom. Je dis, ouais, mais ça vous rappelle pas quelque chose à vous? Et d'un coup, j'ai les personnes qui disaient, ah, mais moi, quand j'étais gamine et je rentrais de l'école, ma mère, elle me faisait un truc en beurre de cacahuète. Et tu sais que j'ai eu plusieurs fois les mêmes types de régressions. Et c'est là où tu vois que la culture joue beaucoup, où quand je parlais du goûter, les gens revenaient tout le temps en régression avec un sandwich au beurre de cacahuète en rentrant de l'école. Drôle ça. Et je me suis dit, tiens, c'est vraiment une culture américaine parce qu'en France, tu n'as personne qui aura ça, tu vois, ce qui est logique. En Australie, je ne sais pas si vous avez une culture de beurre de cacahuète, mais tu vois, ça, c'est un truc très américain. C'est pas du tout. En Australie, c'est Vegemite. Ouais, c'est Vegemite. Vegemite, en anglais, en Angleterre, c'est Marmite. C'est Marmite, ouais, d'accord. Oui, c'est un produit, c'est totalement noir, c'est une source de pâte. Ouais. Et on utilise très, très peu parce que sinon, si on utilise trop, c'est dégoûtant. Mais un tout petit peu, c'est délicieux. Et
Mais là, c'est vraiment classique australien. Ah ouais, ça, je connais même pas. Je crois que j'ai jamais goûté. Non, c'est vraiment assez Particulier. rare en Europe. Ouais, c'est logique. Donc, ouais, non, cette notion, elle est intéressante. Et là, si on reprend cette technique de José, cette notion d'emmener les gens dans la confusion, saturation, et n'hésitez pas, là, on parle avec une différence de langue, c'est plus facile, je pense, en différence de langue, mais cette notion, quand vous êtes en train de rechercher un mot et que la personne, elle ne sait pas trop ce que vous voulez dire à ce moment-là, ça crée une confusion et envoyer une intention, une suggestion, une programmation positive, agréable pour la suite de la conversation, pour que la personne aille bien, pour que tout ça est assez simple à faire parce que vous le connaissez suffisamment et vous avez suffisamment travaillé votre imagerie mentale en Silva pour pouvoir assez aisément le faire spontanément. Ouais, après, bon, là, il parle du verre d'eau, etc. Mais j'avais trouvé que c'est surtout cette partie-là que je trouvais intéressante parce qu'à plusieurs reprises, il revient dessus avec cette technique de confusion-saturation qu'on avait vue une des premières fois, qu'il a réutilisé sur son frère, mais on reviendra dessus un peu plus tard, sur Juan, pour l'aider à un certain niveau par rapport à des problématiques qu'il avait. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui. Ah oui, alors là, on passe au chapitre 7, c'est page 70. On revient un petit peu sur le côté religieux associé à Jésus de José. Alors, je reprends le début. En 63, José a commencé ses expériences avec un groupe d'une vingtaine de 20 personnes en même temps pour travailler sur la clairvoyance. Et oui, donc il avait un groupe qui était avec tout type de personnes. Il a fait un entraînement accéléré et en 65, il a été satisfait par le développement, la clairvoyance, etc. dans les groupes, en groupe et en individuel. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est à nouveau, hein, on vous l'avait déjà dit, mais c'est amusant de se dire que maintenant, en une classe, il peut y avoir 80 personnes qui vont développer des compétences potentiellement de clairvoyance, comme on le nomme en Silva, alors qu'à l'époque, il a mis 2 ans, entre guillemets, à former 20 personnes. Et c'est là où on voyait qu'il était vraiment en train de tâtonner, etc. etc. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'après, on sent qu'il a voulu partager sa méthode et il s'est vu avoir pas mal de refus. On revient sur la National Science Foundation qui lui a dit en gros, non, ça ne nous intéresse pas. Et on revient sur un moment où il parlait avec quelqu'un d'un ministère qui, pareil, lui a dit non, ça ne nous intéresse pas. Donc, c'est intéressant de voir que il a eu beaucoup de refus avant d'avoir une reconnaissance, José. Est-ce que ça, il en parlait un petit peu en cours, le fait d'avoir reçu beaucoup de refus dans le travail qu'il faisait? En fait, les gens n'y croyaient pas. On va revenir un peu plus dessus, mais entre l'Église qui était contre lui, au début, entre tout ce qui était associé à la psycho qui était contre lui, même les gens de parapsycho qui n'étaient pas intéressés, quand il proposait des choses, on lui disait non. Je parle dans un premier temps avant que sa méthode soit connue. Est-ce que ça, il en faisait parfois référence? Est-ce qu'il en parlait de ses échecs? Parce que souvent, on a souvent l'impression que quand les gens ont été dans le succès, que ça s'est fait, ça s'est bien enchaîné, même si lui, il le dit. Hein. Il dit souvent, j'avais l'impression d'être au bon endroit au bon moment, même s'il ne se passait pas ce que j'avais prévu. Lui, il avait vraiment cette confiance dans la vie. Mais est-ce qu'il mettait en avant ses échecs et le fait que ça n'a pas été évident? Parce que je trouve que c'est un bel exemple pour se dire, oui, c'est pas parce que les gens ne sont pas d'accord et ne valident pas ce que tu fais qu'il faut t'arrêter, parce que tu peux avoir de très beaux retours. Est-ce que José, toi, tu as souvenir qu'il parlait de ces moments un peu difficiles dans le développement de la méthode? C'est vrai que c'est rare. Dans le cours où il y avait 10 jours avec José, il a beaucoup parlé de comment il a développé la méthode et il a parlé justement il n'a jamais utilisé le mot échec, hein. Mais il a dit que oui, il a dû beaucoup travailler. Par exemple, il a beaucoup parlé du problème de prouver qu'il avait entraîné des clairvoyants, par exemple à Dr. Ryan. Mais ça, c'était uniquement
parce qu'il disait, mais depuis là, j'ai compris qu'il fallait que j'utilise des méthodes plus scientifiques. Donc, c'était toujours dans le contexte apprendre et essayer des nouvelles approches, etc. Donc, mais il n'a jamais vraiment parlé beaucoup de l'échec. Mais ça me rappelle, en fait, quand il disait que il ne voulait pas que les gens parlent d'être malade, par exemple. Il disait, si je ne veux pas que les gens, quand ils me visualisent, pensent à quelqu'un qui est malade. Je veux qu'ils me visualisent en bonne santé. Et je crois que c'est pareil pour ces soi-disant d'échecs. Il a voulu que les gens voient plutôt une personne réussie et que quand on pense à José, on voit un homme réussi. Je comprends. Oui, mais il n'a pas caché justement ces Bien moments sûr, bien sûr. difficiles, mais il n'a surtout pas insisté beaucoup dessus. Ouais, c'est intéressant ça. Moi, je suis plus dans la condition inverse, à dire ouais, au contraire, les échecs, faut vraiment pas les prendre mal parce que bah, tout le monde se casse la tronche, etc. L'important est de savoir se relever, tu vois, ne pas rester en bas, etc. Mais je trouve que, comme tu dis, la philosophie de dire bon, il s'est passé ce qui s'est passé, mais l'important c'est qu'aujourd'hui ça se passe bien et que vous ayez cette image de vous dire bien qu'il y a eu des choses. Aujourd'hui, c'est bien et que j'aimerais que vous gardiez cette image-là. Elle est chouette aussi. Je trouve que ça a un bon. Ouais, c'est une belle orientation et c'est une belle suggestion de dire voilà où j'en suis aujourd'hui. Qu'importe l'histoire qui a fait ça, mais aujourd'hui, bah, ça marche bien, je suis content, j'aide du monde, la méthode se développe et vous vous développez et ça, c'est cool. Ouais, c'est une bonne remarque. Oui. Alors là, on revient sur quelque chose que Laura nous avait rappelé, qu'on avait déjà lu, mais que je trouve ça toujours amusant de le rappeler. Alors, beaucoup d'événements se sont passés, même à côté de chez lui. Et durant les sermons de l'Église, les prêtres recommandaient à la congrégation d'éviter l'entraînement de Silva. Son travail, vendait-il, a un rapport avec le démon, avec le mal. On est sur quelle page? 71. His work that this asserted has to do with the devil. Oui, le diable. Le diable, le démon. C'est assez amusant. C'est amusant. Souviens-toi ce que nous disait Laura. Alors, n'hésitez pas à aller voir le podcast de Laura. Mais oui, c'est assez amusant parce que c'est vraiment une pression qu'ont vécu la famille Silva. Et ça aussi, on l'oublie un peu, mais imaginez à l'époque comment ça devait. Là, on n'était même plus dans wouhou, quoi. C'était pas wouhou, c'était ils sont complètement perchés, les gars, là-bas. Et en plus, ils font des choses que l'Église dit c'est pas bien. Imaginez la pression de malade que ça devait être. Et José, lui, il est toujours resté le plus carré possible avec son mais non, ce que je fais, c'est bien. Surtout lui qui était ultra religieux. C'est ce que faisait Jésus, c'est ce que. C'est intéressant. On ne va pas revenir sur le bouquin Prophétie. Si ça vous intéresse, allez sur nos podcasts où on parle de prophétie, qui était son petit bouquin, on va dire le plus spirituel qu'on a pu lire, relire ensemble avec Lee. Mais je trouve que c'est intéressant. Oui. Un des éléments, toujours page 71, José a trouvé que l'animal ou la biologie fonctionne, l'intelligence à ce niveau-là fonctionne à 5 cycles par 5 cycles en fréquence et que l'humain, l'intelligence humaine, fonctionne le mieux à 10 cycles à des fréquences de 10 Hz. Alors ça, on le voit dans le 303 où on a cette notion qui est assez sympa quand on se projette, bien sûr, subjectivement, dans les différents éléments, et on voit que ce n'est pas la même résonance que ça fait à l'intérieur de nous, que ce soit dans un objet dur comme les métaux que Lee vous propose, que la méthode propose, mais à chaque fois, on rentre dans des métaux, puis après, aussi dans tout ce qui est le végétal, etc., pour arriver à la fin sur l'humain, la complexité. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas les mêmes fréquences, en tout cas pour José, à ce niveau-là, en termes d'intelligence, l'association en intelligence. Je trouve que cet élément-là, alors après, Robert, il précise que
il n'y a pas des études qui ont réussi à prouver ça ou à dire ça. C'était un travail d'intuition plus de José. Mais c'est chouette parce qu'on se rend compte qu'il a vraiment tenté de déterminer au mieux une notion logique, comme disait Lee il y a quelques instants, qui pouvait être explicable scientifiquement, même s'il y a des éléments qui ne l'étaient pas à cette période-là, pour plein de raisons, ne serait-ce que techniques. Donc, ça je trouve que c'était un point intéressant. Ouais. Ah oui, ok, ça j'ai bien aimé. Les années de recherche de José l'ont convaincu qu'une personne, l'attention d'une personne fonctionnait à 10 cycles. Cette personne était ouverte non seulement aux impressions faites par le cerveau droit, l'hémisphère droit, hein, mais aussi les informations imprimées sur le cerveau gauche. C'est marrant comment il explique ça. Donc, en gros, quand on est en alpha, on va avoir cette notion de se dire, on a l'ensemble des compétences de notre cerveau, subjectives, objectives, cerveau gauche, cerveau droit, etc., qui va être optimisé, en tout cas qu'on peut exploiter le mieux possible. Quand une personne fonctionne à 20 cycles, quand on est en bêta, donc d'ordinaire, la personne est seulement alerte, capable de capter les éléments du cerveau gauche, mais n'a pas accès aux informations du cerveau droit. J'aime bien comment il l'explique. Accès à de l'information. En gros, on a de l'info et en fonction de notre qualité et capacité d'absorption ou d'ouverture à soi-même, on va être capable de voir plus souvent des messages. Et souvenez-vous, un des points clés, et je pense que ça revient là-dessus, l'élément le plus important de la méthode Silva est de trouver de l'information. C'est-à-dire que plus on ouvre le potentiel d'information, plus on va sur un canal ouvert, hein, c'est comme si vous étiez sur un téléviseur comme nous à l'époque, il y avait 3 chaînes, et maintenant il y en a 150, bah, vous avez plus d'informations potentielles, vous avez même Internet, hein, ou ChatGPT, vous avez plus d'informations, et l'information est l'élément crucial. Est-ce que très souvent, tu as entendu, vu ou perçu cette notion entre cerveau droit, cerveau gauche et la prise d'information? Est-ce que tu as vu des associations? Parce qu'en général, on parle de créativité, on parle de logique, etc. Mais est-ce que tu as déjà entendu José ou même toi ou d'autres instructeurs associer ça à une notion de prise d'information? Le cerveau gauche et le cerveau droit. Pour José, il y avait des informations au extérieur et intérieur. Ouais, et quand on était à niveau bêta, on était plutôt focalisé sur toutes les informations qui viennent de l'extérieur. Mais voilà, donc effectivement, quand on est en alpha ou hémisphère droit, si on préfère, donc là, c'est vrai qu'on est créatif, mais on peut aussi accéder des informations par l'intuition. Parce que tout le travail de clairvoyance, c'était obtenir des informations à distance subjectivement. C'est ça. Obtenir de l'information. Et subjectivement, et n'oubliez pas, parce que c'est tout l'intérêt, il revient dessus dans le bouquin, c'est subjectivement obtenir de l'info, qui pourrait donc être subjective, c'est-à-dire, on pourrait même dire projective, je pense que, je ressens que, j'imagine que, mais qui puisse être confirmée objectivement. Ah, effectivement, je vois l'enfant qui a tel ou tel problème, il boite. Confirmation, oui, l'enfant boite. Ah, bon, bah, on a un truc objectif qui a été perçu subjectivement et qui, d'un coup, nous donne une information qui est validée objectivement. C'est ça l'idée clé, c'est-à-dire que la clairvoyance doit nous ramener sur le réel, sur le palpable, et pas simplement juste « Ah bah oui, non, mais je ressens plein de choses. Oui, moi aussi, je ressens plein de choses. » Mais qui ne sert à rien dans un cadre donné. Là, en l'occurrence, c'est l'information du subjectif qui peut prouver que l'objectif, le réel, est touché par quelque chose qui pourtant n'a pas été connecté objectivement, concrètement avec. Et c'est ça tout le but. Donc, toujours garder en tête, la méthode a pour but de prendre de l'info. Et c'est bien que Lille rappelle bien, la notion de clairvoyance, c'est d'aller prendre de l'information au niveau subjectif, dans le monde subjectif. Dans alors, il revient un petit peu plus tard, mais le Kingdom of Heaven, le royaume paradis divin de la religion, c'est vraiment ça, c'est aller prendre de l'information dans ce monde-là.
Et ça me rappelle aussi, puisqu'on parle du royaume, que quand Jésus a dit pour entrer dans le royaume, il faut être comme un enfant. Ouais. Et effectivement, c'est l'enfant qui fonctionne à 10 cycles par seconde. Et c'est l'adulte qui ne fonctionne pas beaucoup comme ça. Donc, l'adulte doit apprendre à fonctionner à 10 cycles par seconde pour entrer dans le royaume. Voilà. C'est intéressant parce que si on reprend cette notion-là, ok, on est en bêta la plupart du temps quand on est adulte. On est en bêta pourquoi? Parce que petit à petit, on s'est, alors on va utiliser un mot un peu bouddhiste, mais on s'est incarné vraiment dans la matière, tu vois, dans la notion où on va moins être dans l'imagination qu'on va être factuellement dans le concret. C'est-à-dire que quand il y a un problème qui arrive, on n'est pas en train de se dire tiens, je vais prendre de l'information à l'intérieur de moi pour savoir si le problème que j'ai, je peux le gérer. On va se dire comment je vais faire. Donc on sort complètement de la notion d'internalisation et en gros, on s'enferme dans le concret, la matière. J'exagère un peu le terme, mais ça peut parler à certaines personnes. Or, l'idée, c'est que l'idée, que ce soit religieuse, spirituelle, ou là, chez Silva, c'est de dire, justement, vous ne faites pas trop absorber par le réel objectif, parce que même s'il faut agir dans l'objectif, vous ne trouverez pas toutes les réponses dans l'objectif, et vous pouvez aller chercher des corrections, des changements et des évolutions dans le subjectif pour impacter l'objectif. Donc, en gros, plus on devient adulte, plus on s'enferme dans du concret, et ce concret, malheureusement, nous empêche d'aller, et là, tu as utilisé le mot tout à l'heure, trouver des chemins créatifs pour sortir du problème, avoir la solution. Donc, c'est vrai qu'un enfant, tu lui dis, tiens, trouve-moi une solution, il va trouver une solution qui est complètement absurde ou parfois qui est complètement loufoque, mais qui, au moins, si tu y penses, tu dis, ah ouais, il y a de l'idée. Alors que nous, on reste sur des processus qui sont très, très, très factuels. Maintenant, il faut faire ça, 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 ça. Et dès lors, on s'enferme dans quelque chose qui tue la créativité. Tu penses que comment tu vois la notion d'adulte? Est-ce que tu as l'impression que l'adulte, donc celui qui a 20 Hertz, il a, en gros, sa problématique serait qu'il n'est plus apte à être créatif, ou il a oublié sa créativité? L'adulte qui ne fonctionne plus en alpha, oui, effectivement. Exactement, celui qui est en bêta tout le temps. Il y a, selon José, il y avait 10% de la population adulte qui pourrait justement se reconnecter subjectivement en fonctionnant en alpha, mais la plupart des gens avaient oublié. Et c'est pour ça qu'il a créé la méthode, pour qu'on retrouve. Pour toi, le mot créativité serait un élément clé dans le système de la méthode. Si on dit la méthode Silva, ok, c'est pour de la clairvoyance, on enlève le mot clairvoyance pour développer sa créativité. Est-ce que est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui est un élément fondamental de la méthode? Créativité et intuition ou clairvoyance sont en fait deux aspects de l'imagination. L'imagination peut être active et c'est là où on est créatif, ou ça peut être réceptif, et c'est ça, justement, on prend des informations de façon clairvoyante. Mais José a créé, en fait, presque tout le deuxième week-end, c'était pour développer l'imagination dans les deux sens. Créativité et intuition. Ok. Nice. On va arrêter la première partie là. Et on va reprendre dans quelques instants. On a encore pas mal d'éléments qui sont bien sympas à aller voir. Donc, si vous avez déjà des questions et des remarques par rapport à ces différents éléments, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, comme ça on peut y répondre. Si vous avez bien sûr des questions autres de façon globale sur la méthode Silva, de la même façon. Et la deuxième partie vous arrive d'ici 2-3 jours. En tout cas, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Iwan, à très vite.